Hi, welcome to Jazz avec moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni and I will be your host. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je parle avec Akpeje Koumassi. Akpe savait que même si elle avait fait des études en droit, elle ne voulait pas nécessairement devenir avocate. Donc, on va parler de son parcours qui l'a emmenée à devenir consultante en environnement et des personnes qu'elle a rencontrées et qui l'ont guidée. On va aussi beaucoup parler d'identité et de nos questions sur l'identité et nos relations avec nos communautés d'origine ici à Montréal. Et enfin, on va finir sur sa participation dans la COP 22. Alors, j'ai hâte. Salut Akpe, merci d'être avec moi ce soir. Oh, merci à toi, c'est un honneur. J'ai tellement hâte qu'on commence. Donc, parle-moi un peu de toi. D'où viens-tu? Comment est-ce que tu es arrivée au Canada? Et puis, on va partir de là. Ok, parfait. Je m'appelle Akpeje Koumassi. Je suis togolaise ghanéenne. Je suis née au Togo, mais j'ai principalement passé toute mon adolescence au Ghana. Et je suis arrivée à Montréal en 2008. Oui, 11 ans que je suis ici. En même temps. Oui, si mes calculs sont bons, 11 ans, hein. Oui, oh, wow. Yo, man. Même. Ouais, le temps passe vite. Le temps passe très vite. Donc voilà, 11 ans que je suis là. Donc je suis arrivée ici en tant qu'étudiante internationale. Et présentement, je travaille dans une firme de consultants basée à Westmount. Et je travaille principalement en gestion de l'environnement et ce qui comprend aussi la conformité légale en environnement. Donc, quand je te parle de conformité légale, c'est parce que j'ai aussi une base en droit. Donc, j'ai fait un baccalauréat en droit aussi. Et oui, très intéressant. Non. Je ne savais pas ça. Non, c'était une belle formation. C'était une très belle formation. Mais je pense aussi que j'ai compris durant la formation que peut-être que la pratique traditionnelle n'était pas forcément pour moi. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, donc j'ai quand même eu à voir un peu comment ça fonctionnait dans ce monde aussi. Et donc voilà, donc par la suite j'ai fait un programme en gestion de l'environnement, ma maîtrise en gestion de l'environnement, donc ce qui fait qu'aujourd'hui je combine ma formation de base qui est le droit avec mon autre formation qui est l'environnement. Donc voilà. Ok. Donc commençons par le début. Pourquoi est-ce que tu es venue, disons le Canada? Pourquoi le Canada? Comment est-ce que tu as choisi de venir ici? Pour être honnête, c'est parce que je ne voulais pas aller en France. Non, ça c'est ma réponse que je donne et c'est une réponse très simple. C'est parce que je pense que en fait aussi en tant que personne, j'aime faire les choses un peu différemment. En terminale, tout le monde, parce que bon, comme je disais, j'ai grandi au Ghana, j'étais dans le système éducatif français. Okay. Et la majorité des gens après leur bac, donc on ne parle pas du baccalauréat en termes d'université comme au Canada, mais le baccalauréat qui est l'examen à la fin du lycée. Donc la majorité des gens, dès qu'ils le font, de mon école en tout cas, allaient principalement en France. Donc je voulais faire quand même quelque chose de différent et je me suis fixée sur le Canada. Donc voilà. Et pourquoi Et pourquoi le droit? Pourquoi, en tout cas au début, pourquoi est-ce que quand tu as commencé, tu te disais j'aimerais bien faire le droit? Qu'est-ce qui te poussait à vouloir explorer au fait ce genre d'éducation? Je pense qu'au fil de notre conversation, tu vas comprendre en fait que moi mes décisions ne sont pas forcément droites parce qu'à la base, je voulais faire des études en sociologie. Je voulais faire des études en sociologie, j'étais très intéressée. Puis, on va dire que j'ai été découragée par un ami de la famille parce que, je sais pas si j'ai été découragée aussi plus parce qu'il m'a posé une question quand même qui était très importante. C'était, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec cette formation? Et en fait, je n'en avais aucune idée. Mais c'était quand même un programme que je trouvais intéressant, qui me fascinait. Et je pense que quand même j'aurais excellé dans le domaine. J'ai pensé aussi à faire le concours d'entrée à Sciences Po.
Mais une fois de plus, j'ai aussi été découragée par le faible taux d'admission, on va dire. Donc Sciences Po Paris, et donc j'avais le choix entre le droit, les sciences politiques. Donc je me suis inscrite dans un programme de sciences politiques ici, mais aussi en droit. Mais le droit restait quand même mon choix numéro 1. Pourquoi? Parce que à la base, je suis une personne très passionnée. Je suis aussi très en contact avec mes émotions. Des thèmes qui sont très importants pour moi sont la justice sociale, le droit des personnes vulnérables. Donc, ce sont des sujets qui m'intéressaient quand même depuis toute jeune. Donc ça a un peu justifié mon choix pour le droit, pourquoi je le voyais comme le choix numéro 1, même si j'ai pensé à d'autres alternatives en même temps, et que je suis passée par plusieurs étapes de questionnement, mais c'était vraiment ce qui me parlait le plus en ce moment-là. Ok. Et donc après, tu as commencé à étudier ça. Comment est-ce que tu as trouvé nos premières années au Canada? Est-ce que c'était genre coup de foudre, I'm in love, ou c'était genre ok j'explore, ou c'était mixed feelings. Mixed feelings, ok, parce que je dis mixed feelings parce que c'est la première fois que j'habitais aussi loin. J'étais vraiment très loin de mes parents, et je pense que je l'ai réalisé quand mon père m'a dit écoute, si jamais il y a un problème, je ne pourrais pas arriver en quelques heures. Il va falloir que je traverse tout l'océan pour venir te voir. Je pense que c'est là que j'ai réalisé, ok, je vais vraiment être loin de mes parents. Donc ça, c'était quand même, bien que j'ai déjà vécu quand même loin d'eux une année, c'était quand même quelque chose de nouveau pour moi. Donc ça, c'était un peu le côté, on va dire, un peu négatif. Mais en même temps, le côté positif, c'est que je suis arrivée avec ma meilleure amie. Donc je suis arrivée avec ma meilleure amie, donc on habitait ensemble dans les résidences universitaires. Donc on a pratiquement vécu ces premières années universitaires ensemble. Donc je pense que ça a rendu l'expérience plus agréable pour moi. Donc je ne me suis pas sentie seule, elle ne s'est pas sentie seule, ou même quand parfois tu te sens seule parce que même si tu es entourée, j'avais quand même un soutien, j'avais une personne à qui parler et tout. Donc je pense que ça a rendu quand même l'expérience plus agréable. Et ça, je parle en dehors de l'école. Ok. En dehors de l'école. À l'école, c'était autre chose. C'était nouveau pour moi, le système, la façon d'apprendre. C'était différent. Mais j'ai réussi à avoir des alliés, j'ai réussi à avoir des amis formidables avec qui j'ai pu étudier durant mon parcours, des gens qui m'inspiraient aussi durant le parcours. J'ai pensé, pour être honnête, j'ai pensé à plusieurs reprises abandonner parce que je trouvais ça un peu difficile. J'avais aussi un problème au début parce que à cause de la langue et pas parce que je ne parle pas français, mais c'était difficile pour moi. Je me rappelle mon premier cours de droit constitutionnel. Le professeur parlait et je ne comprenais rien, Michaela. Je ne comprenais rien et j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer parce que je me disais, mon Dieu, est-ce que ça va être comme ça durant toutes mes 4 prochaines années? Je ne vais jamais comprendre ce qu'on dit. Et donc c'est ça. Donc j'ai vraiment paniqué. J'ai pensé à abandonner, mais au final je ne l'ai pas fait et je ne regrette pas du tout. Et puis écoute, après une session, j'étais à l'aise comme un petit poisson dans l'eau. Ça ne veut pas dire que c'était facile, mais on va dire que j'ai pu vaincre, les étapes avec le temps. Mais ça a été plusieurs étapes différentes. Mais si. Non, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est la même chose, hein. Genre même maintenant au travail, moi j'ai du mal à parler en français, hein, genre, mais c'est juste parce que j'ai pas le vocabulaire, tu vois, et c'est ça la différence au fait. Je trouve que tu t'exprimes très bien en français. Mais tu vois, par exemple, moi, je parle anglais, ok, mais je pense que quand il s'agit pour moi de parler de choses dont je suis passionnée, de pouvoir comme je le fais actuellement, par exemple, la langue dans laquelle je vais être plus à l'aise, ça va être le français. Mais je pourrais bien parler anglais, mais je vais être plus à l'aise en français. Donc je pense que ça aussi, c'est ça en fait. Ça peut être un défi, mais moi je trouve honnêtement, Michaela, je trouve que tu t'exprimes très bien. Donc écoute, hein. Oh, thanks beaucoup, merci. mais c'est ça, non mais t'as raison. Mais je pense que c'est ça, moi c'est l'inverse. La langue dans laquelle je suis plus confortable maintenant, c'est l'anglais. Oui. C'est l'anglais. Et les gens ne comprennent pas parce que j'ai un bon accent, quote unquote. Donc ils se disent mais tu parles bien français et tout ça, mais c'est genre oui, mais je suis en train de réfléchir en anglais maintenant et de traduire. Oui. Tu vois, mais il y a eu
genre pour moi, parce qu'avant je parlais français et puis on a changé au système anglais. Donc il y a eu genre comme un switch au fait où ma tête a arrêté de réfléchir en français et puis a commencé à réfléchir en anglais. Mais est-ce que toi par exemple, parce que là c'est vrai c'est toi qui me poses les questions et tout, mais comment ça a été toi ton expérience en fait, toi tes premières années justement? Est-ce que tu es arrivé en pensant en français, puis tu as commencé, puis là c'est quoi? C'était l'anglais ou tu avais commencé l'anglais avant d'arriver ici? Non, j'avais commencé l'anglais déjà. Genre moi j'ai fait l'anglais, j'ai fait toute mon école secondaire en anglais à part les 2 premières années. Donc je parlais déjà anglais, je réfléchissais déjà en anglais, donc j'ai pas eu tellement de problèmes de langue quand je commençais, mais c'était plus le culture shock. Tu vois, comme toi, j'étais pas habituée à être toute seule, sans mes parents. Un peu, bon, au début, j'admets, c'était un peu la folie, genre going out all the time. Mais bien sûr, pour tout le monde. Parce qu'il y avait pas mes parents pour me dire ne sors pas. Voilà. Mais c'est ça. Mais après, moi, par contre, là où j'ai eu comme un petit peu de mal, j'ai comme une crise d'identité, tu vois, parce qu'aussi j'avais pas beaucoup d'amis rwandais. Jusqu'à maintenant, j'ai même pas beaucoup d'amis rwandais. Tu vois ce que je veux dire? J'avais beaucoup d'amis genre internationaux, qui était normal parce que j'étais aussi dans une école internationale avant. Mais après, quand tu te retrouves avec tellement d'opinions, pas d'opinions, mais de points de vue différents, de différentes manières de vivre, et puis après que tu te retrouves au Canada où les gens vivent complètement différents, c'était plus genre OK, qui suis-je? C'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux ne pas faire? Et surtout là, quand t'as pas tes parents pour te dire like non, tu peux pas le faire ou oui, tu peux le faire, et que on doit commencer à prendre nos propres décisions d'adultes. Moi, je dirais que c'est plus là où j'ai comme vraiment senti like oh, this is different, tu vois. Mais en parlant d'identité, je pense que j'ai eu aussi quand même cet enjeu parce que c'est quelque chose aussi qui m'a travaillé durant mes premières années. Comme toi, en même temps, c'est ça, j'étais dans une école entourée de gens qui venaient de différents pays, mais en dehors de l'école, j'avais quand même quelque chose qui m'était familier. Donc, j'avais des gens qui étaient des Ghanéens à la maison, tu sais, il y avait plein de tout. Genre, à la maison, chez mes parents, j'avais des cousines, j'avais des oncles qui venaient et tout. Donc, j'avais pas l'impression d'être déconnectée, mais arrivée à Montréal, c'est ça, je pense que je me suis retrouvée un peu sans mes repères. Et les repères, c'est vraiment ce que tu connais, c'est la familiarité, que ce soit des gens de ton pays. Et pourtant, il y avait des Togolais ici, et des Ghanéens, mais j'ai l'impression que je n'ai pas réussi à connecter avec ces gens qui venaient de communautés de laquelle je suis originaire. Je ne sais pas si ce que je dis je comprends actuellement. Voilà, c'est ça. Et ça, donc, et ce fait ça, pardon, bon, vas-y, et puis je vais te raconter. Non, mais en gros, c'est ça, non, mais vas-y, mais en gros, c'est pour dire que oui, je peux comprendre aussi ce truc d'identité, mais parce que mes amis venaient de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Puis au début, ce n'est pas si compliqué parce que bon, nos délires, c'était vraiment sortir, passer du temps ensemble et tout. Mais plus le temps passait et que notre amitié changeait, je pense que ça me manquait parfois d'avoir des gens, pas qui pensaient comme moi, parce que mes amis pensaient quand même comme moi, même s'ils ne venaient pas du même endroit. Et parfois, ils pensaient différemment. C'était ça aussi la beauté de l'amitié. Mais je pense que parfois, oui, si je me demandais qui j'étais en fait. Et je pense que j'avais l'impression d'avoir perdu mon identité parce que je l'attachais beaucoup au fait que je venais du Togo et du Ghana. Je ne sais. Oui, c'est ça. C'est ça. Si. Et ce que j'allais dire, ce que j'allais ajouter, c'était, et ça, le fait que des fois, tu te retrouves parmi des Togolais, ou bien genre, moi, des fois, je me retrouvais parmi des Rwandais, ou des Burundais, puisque c'est à peu près la même chose. Mais on n'était pas, mais quand on n'était pas nécessairement connectés, tu vois, ça aussi, ça me causait comme un stress, tu vois, parce que c'est genre, on est supposé être du même pays et donc par association, on est supposé être amis. Mais après, je me retrouvais à ne pas nécessairement avoir les mêmes intérêts ou bien les mêmes vues dans la vie ou bien, tu vois, je n'allais pas nécessairement dans la même direction que disons certains de mes autres amis africains, de mes autres amis internationaux avec qui on pensait plus de la même manière, on était dans les mêmes écoles ou dans les mêmes cours où on avait plus au fait de trucs en commun où on pouvait passer plus de temps ensemble. Mais après, là aussi, alors tu commences à te poser plein de questions
du genre, est-ce que c'est normal? Et je pense que ça retourne encore au questionnement qu'on se pose beaucoup de fois sur, genre, like, what is it to be a black person? Tu vois, ou bien genre, what is it to be an African? Genre, on n'est pas les mêmes, tu vois. On n'est pas les mêmes. Oui, on n'est pas les mêmes. Ça, c'est vrai. Mais on n'est pas beaucoup non plus. Donc, non, je te comprends. Donc, je pense qu'il y a toujours un petit peu like that expectation, genre, où tu penses que vous allez vous retrouver ensemble et puis vous allez être amis immédiatement. Mais alors c'est genre, non, c'est pas forcé. Je pense que c'est ça justement aussi l'apprentissage qui vient de tout ça, c'est qu'au final j'ai compris que oui, que en fait moi mes amis je ne les choisissais pas forcément en fonction de leurs origines, mais j'ai quand même fait l'effort de connecter avec ma communauté parce que je trouvais ça très important. Donc ça c'est quelque chose de très important pour moi, même si on ne devient pas les meilleurs amis du monde, c'était très important pour moi de rester quand même connecté par la suite à ma communauté ou à mes communautés d'origine. C'est ça en fait. Donc on n'était pas obligé d'être les meilleurs amis du monde, mais de pouvoir quand même avoir des gens qui comprennent parfois certains contextes ou certains enjeux culturels, qui peuvent les comprendre comme moi, qui peuvent parfois me challenger sur certaines choses. Ça c'était important. Donc ça venait de ces personnes qui venaient de ces communautés comme les miennes. Mais je vais pas mentir, sur certains aspects, je connectais plus avec d'autres personnes, des amis que j'avais choisis sans pour autant les choisir. C'est ça, des gens que j'ai choisis, mais qui venaient comme par hasard d'autres pays. Mais avec ces personnes, on connectait beaucoup. Bah, comme toi et moi, par exemple, on connecte. Oui, c'est ça. On a des choses, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, t'as raison, hein. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ok. Bon, bah, écoute, ouais, je suis désolée, j'ai viré un peu dans le chose, mais non, c'est ça le point. C'est ça. Non, mais on allait dans une direction où je ne serais pas allée. So, c'est bien, hein. C'est un autre point, de vue. C'est ça le but d'avoir une conversation. C'est ça. C'est bon. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ok, donc tu étudies le droit et puis quand est-ce que tu as décidé de dire ok, je ne vais pas faire le droit genre traditionnel. Corporate law, je vais faire autre chose? Mais en fait, c'est que c'est ça qui est drôle, c'est que quand je faisais mes études, j'ai commencé à bloguer. J'ai commencé à bloguer en 2011. J'ai créé 2 blogs, un en français et en anglais. Et en gros, ce que je faisais, c'est que je passais mon temps à interviewer des gens qui avaient une formation en droit, mais qui faisaient autre chose. Je pense que inconsciemment, je le savais, mais je n'arrivais pas à me l'avouer, en fait. Donc j'étais passionnée par les gens et je cherchais que des gens qui avaient une formation en droit mais qui faisaient autre chose parce que je trouvais ça intéressant et honnêtement ça a été une belle expérience. J'ai arrêté de bloguer en 2014 sur ce sujet. Bon, c'est quelque chose qui a duré quand même 3 ans et pendant ces 3 années j'ai parlé à des gens qui venaient de différents pays et même du Sri Lanka, des gens qui étaient aux États-Unis, en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, donc la Côte d'Ivoire et tout. Mais ça m'a permis de parler à plein de gens qui me disaient bah écoute, j'ai fait du droit, j'ai pratiqué un peu, je n'ai pas aimé, puis voilà, je me suis rendu compte que j'avais une passion. Et en fait, ce que je trouvais d'intéressant, c'est que toutes ces personnes avaient trouvé un moyen de combiner le droit avec ce qu'ils faisaient maintenant. Donc c'est ça. Mais j'ai l'impression que malgré ça, je me suis quand même entêtée à me dire non, je vais le faire, je vais pratiquer comme tout le monde parce que en fait, quand on va en droit, on te forme pour être avocat ou avocate. Bien sûr. Ok, c'est ça. Donc c'est ça. J'ai l'impression que c'est l'ultime but, ou sinon être notaire. Donc j'ai l'impression que malgré toutes ces conversations que j'ai eues et que j'ai partagées, c'est-à-dire les blogs et tout, je n'étais peut-être pas assez convaincue. Et c'est ça. Donc c'est ça. J'ai eu la chance de travailler dans un cabinet qui était spécialisé en droit des affaires et tout. Et je pense que pour moi, ça a été une très belle expérience parce que j'ai appris énormément. C'était un super milieu d'apprentissage et tout. Mais je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas vraiment. Donc, j'étais capable de faire le travail, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui me passionnait en tant que tel.
Et j'ai contacté, et en ce moment-là, je voulais être journaliste juridique, donc je suis passée par plusieurs étapes. Et parce que je me suis dit, j'écris beaucoup, donc ça peut être quelque chose que je peux faire. Et j'ai contacté quelqu'un comme par hasard, qui était le rédacteur en chef d'une publication qui est destinée aux avocats du Canada. Et je l'ai contacté pour lui dire, je ne sais pas trop quoi faire de ma vie. Et je pense que j'ai envie d'être journaliste juridique. Comment est-ce que vous avez fait pour devenir rédacteur juridique? Parce que lui aussi avait à peu près le même profil que moi. Il avait fait son bac à droit, lui il avait pratiqué, puis maintenant il était carrément dans tout ce qui était la rédaction. Et là il m'a dit on va se retrouver, on va prendre un café. Et donc ça je suis comme oh wow, ok. Donc je l'ai rencontré. Et ce qui est drôle c'est que lui tout petit, il est canadien, mais tout petit, il était au Ghana, il était dans la même école que moi. Au Ghana. No way. No way, je sais. Et là, donc, c'est ça. Et donc, il m'a dit, je vais te donner la chance d'écrire. Et c'est lui qui m'a donné la chance de commencer à écrire, en fait. À écrire des articles pour le Canadian Bar Association. Ils ont un magazine. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et j'ai commencé à écrire pour le magazine. Donc, non seulement je t'ai payé, mais en plus, j'écrivais sur des sujets qui me passionnaient. Et donc ça a été mes premières opportunités que ce monsieur m'a donné. Et par la suite il me demandait aussi mais qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre? Et donc il est devenu mon mentor en fait par la suite. Oh wow. Donc au fil des conversations il m'a dit écoute il y a une start-up que je connais, ils font de la veille juridique, ils ont une application et tout pour aider les clients à respecter leurs obligations légales. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour eux? Et là, j'ai dit oui. Sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée maintenant dans le monde de l'environnement, santé et sécurité. Donc, en anglais, EHS. Donc, c'est ça. C'est comme ça que je me suis retrouvée là. Puis, on va dire que j'ai changé de trajectoire, en fait. Mais ça ne m'a pas fait peur parce que je pense que j'étais un peu dans une zone de confort qui restait encore le droit, mais je venais de commencer à découvrir quelque chose de nouveau qui était l'environnement. Donc voilà, donc je trouve que la transition s'est faite quand même assez douce, de façon douce, donc ce n'était pas brusque, mais voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans un autre domaine, on va dire. Ouais, c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est ça le truc avec nos diplômes professionnels là, c'était un peu la même pression aussi. Disons quand tu fais un MBA parce que tu vas soit devenir un management consultant ou tu vas aller faire de l'investment banking. C'est ça les deux paths au fait pour lesquels tu fais le MBA. Et puis bon, il y a quelques-uns d'autres où tu peux aller faire genre les programmes de leadership development dans certaines compagnies, tu peux aller faire du marketing. Mais si tu veux faire autre chose, tu te retrouves toute seule, tu vois, tu te retrouves toute seule à essayer d'explorer et à voir, oui, mais si je ne veux pas nécessairement faire ça, qu'est-ce que je vais faire d'autre, tu vois? Et je te comprends quand tu dis que, franchement, c'était une très bonne idée de créer ce blog où tu allais faire où tu faisais les profils des différentes personnes. Voilà, c'est ça. Genre, je sais que tu n'écris plus, mais est-ce que le blog existe toujours ou tu l'as enlevé je l'ai fermé. Non, il est offline, mais en fait c'est ça. Mais j'ai gardé toutes ces entrevues parce que les profils que j'ai fait des gens, je les ai gardés parce que c'est quelque chose qui m'inspire encore aujourd'hui. Parfois, tu sais, c'est de juste se réconforter dans le choix qu'on a fait, parce que c'est facile pour les gens de te voir puis te dire mais pourquoi tu ne pratiques pas, parce que c'est considéré comme quelque chose de prestigieux. Il y a ce prestige qui va avec la pratique, le titre et tout, mais pour moi c'était très important aussi de rester confortable dans l'idée que ce n'était pas ça qui m'intéressait que je voulais faire autre chose. Donc parfois je pense que c'est très important pour moi de justement retourner lire ces profils, donc même si je ne les ai pas en ligne, de pouvoir aller relire puis de me dire ok, ces personnes sont heureuses, elles sont bien dans ce qu'elles font, et puis de me réconforter, de me dire ok, j'ai fait le bon choix, je suis bien aussi dans ce que je fais, et puis de me dire aussi que j'ai le droit de changer d'avis un jour en fait, et que si un jour c'est ça, donc de me dire aussi que si un jour je veux changer d'avis, je peux le faire, mais pour le moment je reste quand même confortable dans la zone dans laquelle je suis.
Et je suis fière d'avoir fait ce choix aussi. That's deep. Parce que, that's deep. Parce que ça peut aussi devenir dur, genre, non, je comprends ce que tu veux dire parce que des fois tu repars revisiter parce que quand tu te retrouves dans des moments difficiles, là, c'est très facile de te dire, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est ça. X, Y, Z. Non, mais c'est ça, parce que je pense que c'est dans la nature humaine, n'est-ce pas? Parfois, c'est pas toujours droit, hein. On a des petits soucis, on a des petits moments où les choses ne vont pas comme on veut. Et puis après, c'est ça, on se pose des questions, on se demande, est-ce que j'ai fait le bon choix? Mais c'est ça, donc pour moi, on va dire ces profils, c'est un peu comme une petite, je sais pas, je dirais pas une petite bible, mais tu sais, c'est que je retourne là-dedans pour me réinspirer, puis me dire, ok, c'est ce que je voulais sur le coup, et je ne regrette pas mon choix. Mais aussi, je me rassure aussi en me disant, j'ai le droit de changer d'avis. Ok, si un jour je décide de changer d'avis, je peux le faire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me réconforte aussi dans mon choix. Mais je ne sais pas pour toi, est-ce que tu penses que avec le MBA, tu avais l'impression aussi d'être confiné juste à quelque chose que tu devais faire ou qu'il y avait des attentes aussi des gens par rapport à toi? Oui, l'MBA, c'est la même chose. Tu le fais parce que tu vas être management consultant et tu dois aller dans les plus grosses firms comme en droit au fait, ou bien tu vas aller faire de la banque, investment banking, et tu vas aller dans les plus grosses banques aussi. Mais j'étais pas nécessairement intéressée, mais tu sais que j'ai même fait du recruitment, hein. Je suis allée, j'ai fait des interviews, je suis arrivée au dernier round. Ouais. Wow. Parce que je voulais pas ne pas avoir de travail. Tu vois, il y a cette pression là. Oui, je comprends. Oui, il y a cette pression. Et puis, comme tu le sais, il y a les compagnies qui viennent recruter à l'école, tu vois. Donc, tu les vois, elles sont là. Il y a des offres, il y a des événements, tu peux aller parler, etc. Et toi, tu es en train de dire, non, je ne vais pas regarder ce travail qui est ici juste devant moi. Je vais aller chercher quelque chose d'autre. Tu vois? Ouais. Donc, il faut avoir une forte personnalité, tu vois. Mais c'est vraiment dur et il faut être vraiment convaincu de ce que tu veux faire. Et je pense que lorsqu'on est dans un programme, on est vulnerable parce qu'on essaie d'explorer et on a besoin et on sait on le sait au fond de nous qu'on veut faire quelque chose de différent, mais tu n'as pas de point de repère. Tu vois, ce que toi t'as fait, c'est d'aller chercher des points de repère. Moi, je n'avais pas vraiment de point de repère de ce que j'étais supposée faire, tu vois. Et même les gens à l'école career placement, whatever, ils vont te dire, c'est pas grave, de toute façon, on va faire du consulting pendant 2 ans, et puis tu sors, ça va t'ouvrir beaucoup d'options après, tu vois. Et c'est vrai, c'est vraiment ça le path. Tu vas faire le consulting pendant 2 ans, puis après tu sors, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais après, parce que ça t'ouvre beaucoup de portes, parce que les gens te disent, c'est comme si tu vas faire du droit, n'est-ce pas? Tu le fais pendant 2 ans ou 3 ans, puis après toutes les compagnies veulent t'embaucher. Mais après, pour moi, est-ce que je vais vraiment aller souffrir pendant 2 ans pour que ça puisse m'ouvrir d'autres portes? C'est ce que je veux dire. non mais mais c'est bien ça, parce que tu t'es quand même posé les bonnes questions, Michaela. Moi, ça m'a pris quand même, tu sais. Mais non, mais justement, c'est ça. Je pense que ça fait peur aussi qu'on se pose beaucoup de questions, parce que moi, je me rappelle très bien, j'en parlais justement à mon mentor en ce moment-là. Donc, je lui disais, mais je ne sais même pas ce que je veux. Puis il m'a regardé, je l'ai jamais oublié, il m'a regardé en riant, il me dit, écoute, j'ai 40 ans, je ne sais toujours pas ce que je veux. Donc si tu penses que tu auras une réponse claire à un moment de ta vie, oublie. Donc en gros, ce qu'il me disait, c'était, arrête de te prendre la tête. Il me dit, il y a des moments où ça va paraître clair pour toi, et puis il y a des moments où ce sera un peu plus confus. Mais ce ne sera jamais forcément clair tout le temps. Donc, je pense que oui, c'est ça, lui, il est devenu entrepreneur et tout. Puis, c'est ça, il y a des moments où tout était clair pour lui, puis il y a des moments où c'était moins clair, mais il n'a jamais arrêté de pousser, il n'a jamais arrêté d'avancer. Et c'est ça que je trouve inspirant. Oui, c'est ça. Et c'est là qu'il est important des fois de chercher des personnes qui ont des parcours, soit un parcours que tu penses que tu aimerais avoir, bien un parcours qui est juste différent, parce qu'il te montre que c'est possible de faire quelque chose de différent.
Parce que des fois, c'est même pas que tu as besoin d'avoir nécessairement la personne qui va faire exactement la même chose que toi tu vas faire. Tu as juste besoin de voir que le status quo n'est pas nécessairement ce que toi tu dois faire et que ça va aller et que tu vas être OK. Parce que genre pour moi, des fois, disons, après que j'ai décidé de pas prendre le consulting recruitment très sérieusement, parce que moi aussi, franchement, I didn't set myself up for success. J'ai genre appliqué à 3 boulots où je disais, OK, si j'ai un des 3, c'est bon. Si j'ai pas un des 3, then it's not for me. Oui, OK. Est-ce que tu penses que pas la bonne inconsciemment, alors que, est-ce que tu penses que inconsciemment tu t'es saboté un peu? Bien sûr, oui, parce que mes amis qui voulaient faire du consulting pour vrai, ils ont appliqué à genre 20 firmes, OK? 20 compagnies. Donc, je veux pas appliquer à 3 des compagnies les plus compétitives au monde. Et eux appliquent à genre 20. Parce que je veux faire ce travail-là. Tu vois ce que je voulais dire? C'était plus un moyen pour moi de ne pas le faire nécessairement à 100%, mais de dire j'ai essayé. À 100%. Tu vois? Voilà. Oui, je comprends. Mais oui, c'est ça. C'est pour ça que je parle de se saboter soi-même. On le fait parfois. Oh yeah, for sure. 100%. Yeah. C'est ça. Mais c'est stressant, mais bon. I'm glad it's over. Cette partie-là est finie. Yeah. Oui. Mais attends. Donc c'est ça. Donc tu savais que tu voulais pas faire traditional law, tu voulais pas aller dans une firme. Oui. Et puis tu as commencé à écrire avec ce monsieur, puis il t'a proposé d'aller dans une start-up. Comment où a été le déclic que tu t'es dit OK, je vais retourner à l'école et puis je vais vraiment me concentrer sur l'environnement? Parce que justement dans la start-up là en question, j'avais ma superviseure super, elle est vraiment super, elle m'a motivée. C'est drôle, mais quand j'y repense, c'est comme si en fait la vie fait les choses d'une façon, c'est comme si j'avais des gens qui ont été placés en fait pour me guider inconsciemment. Sur le coup, je m'en rendais pas compte, OK? Mais aujourd'hui, je regarde ça puis ça a comme du sens que les choses se soient passées comme telles. Et donc c'est ça, celle qui était ma superviseure, elle était super cool. Elle était une environnementaliste, elle a fait des sciences et tout. Et c'est juste que on en parlait puis c'est ce que je faisais. Et je pense que inconsciemment, elle a, je dirais pas je dirais pas qu'elle a mis cette idée de retourner à l'école dans ma tête. Mais je pense qu'en fait, c'est juste le fait de travailler avec elle, de travailler sur ce sur quoi je travaillais, de voir aussi le potentiel qu'il y avait. Et en plus, l'environnement, ça restait quand même un sujet qui m'intéressait quand même. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne vais juste pas approfondir mes connaissances dans le domaine? Et parce que oui, je sais de quoi je parle, parce que mes tâches étaient vraiment très axées sur les lois aussi. Donc, c'est vrai que je restais un peu dans ma zone de confort qui était le droit, mais c'était vraiment sur des sujets clés qui étaient l'environnement, mais aussi la santé et la sécurité. Mais là, je me suis dit, mais j'aimerais bien aller approfondir mes connaissances. Et donc, c'est ça, j'ai décidé de m'inscrire à un programme de maîtrise. Et donc, voilà. Et je suis retournée à l'école. Donc, j'ai fait mon programme pendant 2 ans. Et je vais pas te mentir, je suis rentrée dans ce programme avec une idée et je suis ressortie de ce programme avec une autre idée. OK. Donc, c'est ça. Oui. Donc, je suis rentrée en me disant, je vais peut-être refaire un truc qui serait plus du droit corporatif environnemental. Et je suis ressortie de là en me disant, je pense que c'est plus environmental policy qui m'intéresse. Mais ça aussi, c'est parce que pendant ces 2 années, je me suis forcée à rester ouverte d'esprit. Mais on va dire la première année surtout, mais la deuxième année, je me suis dit non, je vais vraiment faire de cette expérience quelque chose que je ne veux pas regretter. Et j'ai vraiment et c'est là que j'en ai profité pour participer à la COP 22, qui est la conférence des parties sur les changements climatiques et qui est organisée chaque année. Et donc ça a été ma première expérience à une conférence internationale sur le climat. J'ai été sélectionnée parmi plein d'étudiants pour représenter mon université, puis c'est ça. Donc je suis allée au Maroc, à Marrakech précisément pour la conférence. Oui, sur la conférence sur les changements climatiques. Et là, ça a été un autre déclic. Je me suis rendu compte que la scène internationale m'intéressait beaucoup, que les questions climatiques m'intéressaient beaucoup, mais surtout
que j'étais très intéressée par la position du continent africain dans les questions climatiques. Oui, ok. Et donc là, ça a été aussi, voilà, donc ça a été aussi un autre déclic. Mais comme je disais, il a fallu vraiment que j'ai quand même une certaine ouverture d'esprit dans le programme pour pouvoir toucher un peu à tout. Et c'est ça qui a fait que, on va dire que je me suis retrouvée aussi à cette conférence sur le climat. Et de là, c'est comme si j'ai été piquée par une certaine c'est une certaine mouche qui t'a piqué. Voilà, c'est ça qui m'a piqué. Et puis donc c'est ça. Et depuis là, c'est ça. C'est un milieu dans lequel je suis très à l'aise. Je suis de près l'actualité, les questions environnementales, les questions climatiques, tout ce qui est finance climatique et tout. Mais c'est ça. Donc, ça, donc on revient encore à ce point de. Non, j'allais dire justement, ça c'était une des questions que j'avais, genre, comment est-ce que, parce que justement, je sais que tu écris beaucoup et tu trouves toujours ces opportunités de soit participer à des articles ou à des journaux ou des journaux, des journaux, oh god, des journaux, ou Girl, we're not judging here. Ça, c'était mon prof de français à l'école primaire, là. I could just feel her. Oh my god. Dans des journaux, et puis tu écris beaucoup aussi sur l'Afrique alors qu'on est ici, donc je me disais, où est-ce que tu trouves cette confiance de pouvoir écrire un article et de dire voici mon point de vue, voici où on devrait aller. Comment est-ce que tu t'y prends? Ben en fait, on va dire que pour moi, je pense que oui. En fait, c'est ça. Montréal est devenu ma maison. Le Canada est devenu ma maison. C'est clair que je suis arrivée ici, dans ma tête, c'était je finis, je m'en vais. Sauf que j'ai choisi un programme qui fait que bon, ce programme ne donne pas forcément une certaine mobilité, ok. Et là, je pense que pour moi, c'était aussi très important de rester aussi connecté au continent africain, d'avoir l'impression que même si j'étais là, je contribuais d'une façon ou d'une autre. Mais je voulais le faire aussi, mais dans une perspective qui ne soit pas celle de celle qui est à l'étranger, qui pense qu'elle sait tout, mais plutôt dans une perspective de voilà, je pense que ça pourrait être très intéressant, et ça pourrait être aussi des options qu'on peut voir, des options qu'on peut travailler, ou des options qu'on peut comment est-ce que je pourrais le dire, ou des avenues qu'on peut prendre aussi. Donc je pense que à partir du moment où j'ai accepté le fait que je ne le faisais pas forcément dans une position de l'africaine qui est au Canada, qui pense tout savoir et qui écrit de là. Je pense que là, j'ai commencé à avoir plus confiance en moi, parce que là, ce que je faisais, c'était clairement juste partager mon opinion. Et j'ai aussi réussi à créer aussi mon propre réseau. On va dire, j'ai rencontré plein de jeunes et des plus vieux et des plus jeunes africains qui sont très impliqués dans le domaine de l'environnement. Et donc ça aussi, ça m'a donné une certaine confiance, parce que c'est des gens, on s'encourage beaucoup, c'est des jeunes comme moi, un peu partout dans le monde. C'est ça, et parfois qui sont, on va dire, qui sont à l'étranger, ou parfois qui sont aussi sur le continent. Et donc d'avoir ce réseau aussi, ça m'a beaucoup encouragée, parce que là, je suis à la page, je suis au courant de ce qui se passe sur place. Et puis c'est des gens qui aussi sont sur place, donc ils me donnent leur point de vue. Et dans ça, c'est clair que ça alimente les conversations, et j'apprends de ça. Donc, ce qui fait que je me sens aussi à l'aise de pouvoir en parler. Et comme j'ai dit, à partir du moment où j'ai réussi à me convaincre et aussi à me dire, ok, tu ne le fais pas dans le sens de celle qui sait tout, mais celle qui veut juste contribuer. Je pense que ça aussi, ça m'a vraiment permis de juste être vraiment à l'aise, et puis de ne pas avoir peur de dire ce que je pense. Oui, c'est ça, en fait. C'est genre, tu t'es donné la permission de dire j'ai un point de vue, j'ai une opinion qui est valide, même si je ne suis pas nécessairement là. Et puis j'ai des personnes pour m'orienter, pour me guider, pour valider si mes idées sont proches ou pas proches, et qui vont me dire si quelque chose est louche, tu vois.
C'est ça. Et donc je pense que ça m'a donné vraiment confiance en moi. Mais comme je dis, tout ça c'est parti de la COP 22 à Marrakech. J'ai rencontré plein de gens là-bas, plein de jeunes. J'ai travaillé, j'ai fait exprès durant cette conférence sur le climat de travailler que sur des sujets en lien avec l'Afrique. Je me rappelle, j'ai assisté à une séance de négociation et j'ai eu un coup de foudre pour la négociatrice en chef du groupe Afrique. Oui, elle est sud-africaine et je la regardais, j'étais comme waouh. J'étais éblouie, j'étais inspirée. Ouais. Et j'ai fait tout pour la rencontrer. Et là, aujourd'hui, on est en contact. Et c'est une personne aussi qui, oui, c'est elle aussi, elle m'aide beaucoup. Je sais, c'est comme sur le plan professionnel. Je sais que c'est une personne qui m'écoute et je peux poser mes questions et tout. Donc ça, c'est ça. Donc ça a été, on va dire que ça a ouvert aussi une porte. Et donc c'est ça. J'ai été dans une position de, ok, je veux apprendre et je veux connecter beaucoup avec des gens qui sont comme moi et qui ne sont pas comme moi, mais qui aussi qui ont de l'amour pour l'Afrique, bien sûr, qui ont une passion pour l'environnement et tout. Donc j'en ai rencontré. Puis c'est ce réseau qui m'aide, et c'est ce réseau qui m'ouvre aussi des portes. Parce que ce sont ces personnes qui vont venir me dire il y a cette opportunité, est-ce que tu ne veux pas essayer, il y a ça, est-ce que tu ne veux pas le faire. Et ce sont ces personnes qui m'encouragent constamment. Donc ça aussi c'est quelque chose qui, je vais pas te mentir, c'est magique. Bien sûr. Magique. Parfois les gens vont être comme mais comment ça se fait que tu as cette conférence et tout, mais c'est parce que j'ai des gens qui voient des choses passer, qui me disent non, toi tu as le profil qu'il faut, vas-y, fais ci, fais ça, et voilà. Et donc j'ai réussi, je pense, à avoir aujourd'hui, je peux dire, avec confiance, je peux dire que je suis quand même une experte junior, si je peux le dire comme ça. Et je pense que si je suis invitée à des conférences aujourd'hui, c'est parce que quand même les gens reconnaissent quand même mon opinion. Bien sûr. Ils savent que ce que j'ai à dire est valide, mais aussi je vais pas mentir, je l'ai pas fait toute seule. J'ai réussi à être où je suis grâce au réseau que j'ai. Et ça c'est très important parce que man, tu as dit tellement de bons points. C'est très important de dire ce que tu veux, tu vois, et parce que oui, si tu ne dis pas ce que tu veux, si tu ne dis pas ce qui t'intéresse, personne ne va le savoir, et puis ils ne peuvent pas t'aider. C'est ça, ils vont pas le savoir. Ils ne peuvent pas t'aider, effectivement. Effectivement. Et je sais aussi que, je ne sais pas pour s'il y a d'autres personnes qui vont nous écouter, qui vont se sentir comme ça, mais honnêtement, moi je sais que j'avais mon défaut, c'est surtout je ne veux pas déranger les gens. Je suis ce genre de personne. Je n'aime pas avoir l'impression de déranger. Donc parfois j'ai peur de demander ou d'aller vers les gens et de dire que je veux quelque chose. Donc honnêtement, les fois où je me suis forcée à ne pas penser comme ça, le résultat a été extraordinaire. Et donc aujourd'hui, je n'ai pas peur du non. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas peur que quelqu'un me dise non, je ne peux pas t'aider. J'accepte le fait que tout le monde n'aura pas le temps. Et ce n'est pas contre moi. Hein. Les gens te donnent ce qu'ils peuvent te donner. Mais avec le temps, j'ai réussi, je pense à ne plus avoir peur de demander. Est-ce que je suis arrivée au point où je n'ai plus peur du tout? Non, c'est faux. Il y a encore cette petite peur quelque part parfois. Mais on va dire que ce n'est plus comme il y a sûrement 5 ans ou il y a 6 ans. Bien sûr. Ou encore il y a 3 ans. Bien sûr. C'est ça. Donc c'est ça. Donc si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu dans ça, c'est honnêtement n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur de faire connaître vos projets, ce que vous voulez, puis de demander aux gens comment est-ce que je peux le faire, comment je peux y arriver. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. J'espère que cette conversation vous a plu et qu'elle vous a laissé matière à réflexion, food for thought. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour en savoir plus sur ce que Akpe fait réellement dans son travail quotidien, sur le nouveau projet sur lequel elle travaille et comment elle a appris à demander de l'aide. À bientôt! What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website, jazzavicmoi.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe.
Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining.